Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez pour l'info du vrai, l'événement intitulé ce soir « Les Kurdes lâchés par Trump ». Car c'est bien le départ des Américains qui conduit à l'abandon des Kurdes. Ce sont pourtant eux qui se sont battus pour nous contre Daesh et les djihadistes de tout poil. Emmanuel Macron appelle d'ailleurs la Turquie à mettre un terme à son offensive. Que peut-on vraiment faire pour ceux qui ont assumé notre sale boulot contre les terroristes? Dans un instant, l'analyse de nos invités, mais tout de suite notre premier reportage. L'offensive contre les Kurdes a bien commencé au nord de la Syrie. Elle porte le doux nom de printemps de paix. Décidément, les militaires turcs et le président Erdogan sont des poètes. François-Xavier Rigaud. Une première colonne de fumée dans le ciel syrien. L'offensive turque a débuté hier après-midi. Une opération militaire baptisée Printemps de la paix. Et déjà, un premier bilan affiché, difficilement vérifiable, 15 morts, dont 8 civils. Le président Erdogan encourage ses troupes par téléphone. Vous allez réaliser de grands succès contre les terroristes du PKK, du YPG et de Daesh. On est fiers de vous, la mission est claire. Nous mettrons fin à ce corridor de la terreur. L'objectif officiel de l'armée turque, appuyée sur le terrain par des miliciens syriens, est de créer une zone de sécurité au nord de la Syrie et permettre ainsi le retour des réfugiés dans leur pays. Une région aujourd'hui contrôlée par l'ennemi de toujours de la Turquie, les Kurdes du YPG, un allié majeur de la coalition internationale dans la guerre contre Daesh en Syrie. Nous appelons les organisations de défense des droits de l'homme et les pays démocratiques à prendre position contre l'attaque turque. Quiconque ne s'oppose pas à cette attaque est considéré comme un partisan de celle-ci. Dimanche soir, Donald Trump ouvrait la voie à l'opération militaire turque en annonçant le retrait des troupes US du nord de la Syrie. Depuis, le président a fait plusieurs déclarations contradictoires avant cette dernière justification pour le moins surprenante. Les Kurdes se battent pour leur terre. Mais comme quelqu'un l'a écrit dans un très bon article aujourd'hui, ils ne nous ont pas aidés pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ne nous ont pas aidés, par exemple, en Normandie. À l'inverse, la France et l'Europe condamnent fermement l'offensive turque et appellent à son arrêt immédiat. Aujourd'hui, la Turquie est en train d'oublier que la priorité de la communauté internationale en Syrie est la lutte contre Daesh et le terrorisme. Elle est en train de faire courir un risque humanitaire à des millions de personnes. Et ce risque, le risque d'aider Daesh à reconstruire un califat, et ce risque humanitaire, c'est la responsabilité seule que prend la Turquie. Réponse cinglante du président turc Recep Tayyip Erdogan. Hé l'Europe, reprenez-vous. Je le dis encore une fois, si vous essayez de présenter notre opération actuelle comme une invasion, alors l'affaire est simple. Nous ouvrirons les portes et vous enverrons 3,6 millions de migrants. À la demande de la France et de la Grande-Bretagne, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité doit encore se tenir aujourd'hui au siège des Nations Unies. Et avec nous pour commenter cette actualité, Pascal Boniface, qui est directeur de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Vous êtes un spécialiste des questions de géopolitique et enseigné à l'Institut d'études européennes de Paris 8. Citons ce soir votre Atlas des crises et des conflits, écrit en collaboration avec Hubert Védrine chez Armand Collin. Ziad Majed est lui politologue et chercheur franco-libanais. Vous êtes professeur à l'Université américaine de Paris. Parmi vos ouvrages, on cite ce soir Dans la tête de Bachar al-Assad chez Actes Sud et Syrie, la révolution orpheline chez le même éditeur. Ancien Didier Billion, pardonnez-moi, est directeur adjoint de l'IRIS, spécialiste de la Turquie et du Moyen-Orient. Vous êtes auteur de la politique extérieure de la Turquie chez l'Harmattan et votre dernier ouvrage, Géopolitique des mondes arabes, est paru chez Erol. Je crois qu'on n'a pas assez vu, entendu ou compris la dernière intervention du président Erdogan, qui s'adresse à nous, Européens, sur un ton absolument incroyable en disant si vous parlez d'invasion, si vous osez parler d'invasion, je vous balance 3 600 000
migrants. Voilà. On en est à ce stade-là? Bah oui, parce que c'est à peu près la seule arme qu'il a dans ses mains pour faire peur aux Européens. Les Européens ont passé un accord qui a été contesté avec la Turquie pour ralentir le flux des réfugiés et des migrants. Et effectivement, on est passé d'1 million en 2015 à 130 000 l'an dernier. Donc cet accord a fonctionné. Et effectivement, Erdogan qui sent que on parle d'invasion quand on envoie son armée sur le territoire d'un autre pays, oui, c'est une invasion, quoi qu'on pense du régime syrien. Et en tous les cas, donc le terme est bien tout à fait approprié. Et Erdogan, on est donc réduit à menacer. Il ne pourra pas le faire, par ailleurs, mais à menacer d'expulser des réfugiés pour les envoyer sur l'Europe. C'est du chantage. C'est du chantage pur et simple. C'est une stratégie, effectivement, de dire « Attention, retenez-moi ou je fais un malheur encore plus important que le malheur que je viens de créer ». Et il essaye de choquer l'opinion européenne. Pourquoi ne peut-il pas le faire ? Parce que il faudrait qu'il donne des bateaux, des moyens, il faudrait qu'il organise cet exode. Et 3 600 000 réfugiés, on ne les envoie pas comme ça à l'autre bout. On peut les déplacer même lentement. Même son projet d'ailleurs de repeupler d'1 million de réfugiés sur les territoires syriens reconquis ne peut pas se faire aussi rapidement qu'il le fait. Donc il n'a pas les moyens d'envoyer rapidement 3 600 000 réfugiés de Turquie en Europe. Sur le fond, ce sont quand même des propos incroyables, parce que il joue, d'ailleurs comme parfois le président Trump, sur un niveau, j'ai envie de vous dire, vibratoire, et de peur et de crainte. C'est je vous envoie la bombe humaine, mes 3 600 000 migrants, si vous continuez de parler d'invasion. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, il appartient d'ailleurs à la même famille de dirigeants politiques aujourd'hui, qui sont très nombreux dans le monde, un mélange de populisme, de rhétorique à laquelle on n'avait pas l'habitude avant, choquante, provocatrice comme ça. Et il faut dire aussi que du côté européen, toute la gestion de la crise des réfugiés est aussi une gestion de chantage et de marchandises. C'est-à-dire, on lui paye de l'argent, il garde les réfugiés. De temps à autre, il y a des délais de paiement vu qu'il y a des problèmes entre l'Union européenne et la Turquie. Donc lui, il dit, moi je suis plus responsable des frontières, notamment la frontière maritime entre la Turquie, la mer Égée, donc la Grèce, et les réfugiés syriens qui sont aujourd'hui en Turquie, 3 600 000, donc c'est aussi un poids très important démographiquement, deviennent des otages de ce genre de politique à la fois européenne, qui veut absolument pas voir ce qu'ils appellent la misère du monde, bien que cette misère est restée surtout dans la région. Il y a 3 600 000 en Turquie, 1 million au Liban, etc. Et la Turquie dit, alors nous, on va les laisser partir. Les Américains s'en vont, Didier Billion. Quel était leur rôle, en fait, dans la région? Est-ce qu'on peut décrire un petit peu leur activité? Oui, ça c'est très simple. C'était des troupes spéciales, principalement, et donc ils avaient une fonction d'encadrement des milices kurdes. Incontestablement, ils marchaient main dans la main, de transmission d'armement parfois de haute technologie, dont bénéficient les milices kurdes. Et puis par ailleurs, et c'est le double jeu des Américains, il y a eu aussi des tractations à la fois politiques, mais aussi de la mise en œuvre de patrouilles communes avec l'armée turque. Donc, c'est ce que reprochent depuis bien longtemps déjà les autorités turques, et notamment Erdogan, en disant aux Américains de choisir, qu'ils ont un double jeu, ils soutiennent, je prends le langage de M. Erdogan, les terroristes kurdes, et de l'autre côté, vous patrouillez avec nous, choisissez, amis américains. Eh bien là, ils ont choisi, puisqu'ils se retirent, en tout cas partiellement. On a vu le pas de deux de M. Trump, et suite à son premier tweet, évoquant le départ des troupes, ce qu'il avait déjà prononcé au mois de décembre dernier, eh bien, il y a eu un rétropédalage sur la pression à la fois du complexe militaro-industriel et de ses proches amis républicains, dont certains pensent qu'il faut continuer à soutenir les Kurdes. On a une réponse française ce soir, mais j'allais vous dire, on a mesure peu la portée. Les propos du président de la République, qu'en pensez-vous? Appeler à mettre un terme à l'offensive, très bien. Ils sont de bonne aloi, effectivement. Alors, il n'est pas sûr qu'Erdogan obéisse immédiatement, mais c'est pas seulement la France, c'est l'ensemble des pays de l'Union européenne. Et en fait, on voit que Erdogan est quand même beaucoup plus isolé que d'habitude, parce que là, il est vraiment seul, y compris les Russes ne le soutiennent pas, alors que parfois il peut jouer la Russie contre les États-Unis. Donc là, il y a quand même il est complètement isolé. Mais son problème, en fait, c'est que pour lui et pour le pouvoir turc, la question kurde, elle est existentielle. Alors que la question existentielle, parce que ils ont peur que l'État turc éclate s'il y a un progrès dans l'autonomie. L'autonomie des Kurdes en Syrie pourrait, par contagion, donner l'autonomie des Kurdes en Turquie. Mais pardonnez-moi, la Turquie était une grande puissance quand même, forte, en tout cas dans la région. Je veux dire, mais sa fragilité... Vu de Paris, pardonnez-moi, quand on ne suit pas cette actualité internationale, on se dit, en quoi serait-il inquiet? Il y a à ce point de minorité dans l'ensemble turc que le pays se sente fragilisé? Oui, parce que la Turquie n'existerait pas telle qu'elle existe si le
Kurdistan turc faisait sécession ou gagnait en autonomie. Et c'est une angoisse turque depuis longtemps. Et déjà en 2015-2016, quand l'État islamique s'est constitué, les Turcs avaient un peu fermé les yeux sur des passages, parce que pour eux, comme on l'entend parfois, Daesh est un problème de sécurité. Les Kurdes sont un problème existentiel. Et donc, par rapport à deux menaces, la menace de Daesh leur paraît moindre. Vous venez de nous dire que la menace de Daesh paraît moins importante que celle d'un Kurdistan qui serait libre ou qui trouverait une autonomie. Oui, parce que la raison, elle est claire et nette du point de vue des Turcs, c'est qu'il y a 15 millions de Kurdes en Turquie. Donc c'est un poids énorme. Et M. Erdogan aussi constamment, parce qu'il faut quand même lui reconnaître l'ouverture de négociations avec le PKK il y a quelques années, qui ont été stoppées au bout de près de 2 ans de pourparlers avec les services secrets turcs, pour des raisons de politique intérieure. Et il a repris le cours purement sécuritaire, militaire de la lutte contre le PKK, ce qui est une erreur manifeste. Le PKK, en 2019, le Parti des travailleurs du Kurdistan qui a été créé en 1978, et en 1978, ce parti était 50 fois moins puissant qu'aujourd'hui. Donc, la gestion sécuritaire et militaire dans la lutte contre le PKK est un échec patent. Donc, ceux qui l'accusent régulièrement par ailleurs d'organiser des attentats. Ce qui est une réalité, par ailleurs. C'est-à-dire que le PKK est qualifié de terroriste par les autorités turques, mais je souligne que les Européens, la France et les États-Unis qualifient aussi le PKK de terroriste. Alors la question, c'est le parti de l'Union démocratique en Syrie, qui est en réalité la projection du PKK, mais tracer un trait d'égalité entre les deux n'est pas fonctionnel, dans le sens où le PKK et le parti de l'Union démocratique ne combattent pas dans le même pays et pas dans les mêmes conditions. Donc le trait d'égalité ne vaut pas. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas imaginer, finalement, aujourd'hui encore en Turquie et pour un bon bout de temps, l'existence d'une entité autonome kurde, quelle qu'elle soit? Non, c'est une question de clash entre nationalisme, dans un sens, et les Kurdes, depuis la fin de la Première Guerre mondiale et l'émergence des États-nations dans la région, étaient les grands perdants. Ils sont à peu près 18% de la population en Turquie, ils sont 10% de la population en Syrie, ils sont 20% de la population en Irak, et ils sont 7% de la population en Iran. Et entre ces Turcs-là, même s'il y a un certain nationalisme, entre ces Kurdes, pardon, même s'il y a un nationalisme, et même s'il y a un sentiment d'être les victimes, dans un sens, et de l'histoire, objectif, et de l'histoire, et de tous les régimes, en Iran, en Irak, en Syrie et en Turquie, qui ont opposé à eux soit le nationalisme arabe, soit le nationalisme turc, avec les kémalistes, soit le nationalisme iranien, dans un sens, ils ont fait à plusieurs reprises différents calculs et ils ont établi différentes alliances. Mais aujourd'hui, par exemple, quand on dit que Erdogan est isolé, et je suis tout à fait d'accord avec Pascal Boniface, mais en même temps, il sait que les Kurdes irakiens, par exemple, la direction des Kurdes irakiens n'a pas beaucoup de sympathie au PYD et au PKK. Et il sait aussi que les Iraniens ne veulent pas du tout voir une autonomie kurde qui se consolide en Syrie, parce que la contagion peut être aussi en Iran. Et c'est aussi que les Russes ont besoin des Turcs en Syrie et que les Américains ont besoin d'eux. Donc il essaye de naviguer entre ces contradictions pour imposer sa politique. Alors pour aller encore plus loin, on va en venir à ce qu'on appelle d'une certaine façon la question kurde, et ça n'en finit pas depuis un siècle, vous l'avez entendu. Parfois des enclaves, mais les Kurdes n'ont en fait jamais eu d'État réellement indépendant. Ils sont aux confins de 3 empires, ottomans, perses et ex-soviétiques, et vivent divisés, vous l'avez rappelé, entre l'Irak, la Turquie, la Syrie et l'Iran. Yannick Mahé. Il s'agit tout d'abord d'un pays dans lequel, même si vous le vouliez, vous ne pourriez pas vous rendre. Le Kurdistan irakien. Si cependant... Novembre 61, la télévision française diffuse un reportage sur la révolte kurde. Si vous possédez parmi vos amis des Kurdes, une partie du Kurdistan située en Irak vient d'entrer en rébellion. Alors vous rapporterez... Les Kurdes ont choisi comme moyen d'action la guérilla, inspirée de celle menée par le FLN contre l'armée française en Algérie. Mais qui sont ces Kurdes dont vous voyez pour la première fois leur activité de guérilleros? À l'époque, la résistance kurde date déjà de presque un demi-siècle. Dans les montagnes d'Asie, ils sont aux confins de 3 empires, russes, perses et ottomans. En 1918, l'Europe se partage les restes des Ottomans et crée la Syrie sous mandat français, l'Irak sous mandat britannique
Un projet d'État kurde est validé en 1920, mais la Turquie moderne empêche par les armes sa création. En 1923, les Kurdes sont un peuple réparti sur 4 États. Et partout, la lutte pour l'autonomie sera meurtrière. Côté Est, le Shah d'Iran empêche tout projet politique. Côté Ouest, les généraux turcs au pouvoir mènent rafles et exécutions. On a commencé à torturer les paysans. Souvent, on frappait au bas du pied avec des bâtons. Et on le faisait aussi aux petits-enfants qui ont de 10 ans. Même répression au sud, côté irakien. En 1988, Saddam Hussein fait gazer la ville d'Al-Abja par l'aviation, 5000 habitants massacrés, un martyr toujours dans les mémoires. Je revis en permanence le moment où Saddam nous a attaqués avec des armes chimiques. Chaque minute, chaque heure, chaque jour et chaque année. C'est en Irak, 20 ans plus tard, que la première autonomie d'un territoire kurde va être consacrée dans la Constitution. J'ai confiance dans l'avenir du Kurdistan après le succès de ce référendum pour la Constitution. Côté turc, la répression est devenue une guerre. Les Kurdes indépendantistes ont créé une organisation de guérilla armée, le PKK, menée par leur leader, Abdullah Öcalan. Ce sont les colombes de la paix. Tout ce que les Turcs ont à faire, c'est de s'asseoir avec nous et dialoguer. Oui, s'ils s'assoient à notre table des négociations, la guerre sera finie. Nous, tout ce qu'on veut, c'est résoudre le problème kurde dans une Turquie unifiée, avec des méthodes démocratiques. Mais ça, ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Un homme, surtout, n'en veut pas. Recep Tayyip Erdogan. Il refuse le cessez-le-feu du PKK en 2013. Pour le président turc, les Kurdes de Syrie sont les complices des Kurdes turcs, en un mot, des terroristes. La République turque est forte et déterminée à venir à bout de la terreur séparatiste. Nos forces de sécurité infligent des défaites aux terroristes, mètre après mètre, des montagnes aux villes, et nous continuerons à avancer. Le président turc désigne ces hommes et ces femmes combattants, les Peshmerga kurdes syriens. Ils et elles ont beau avoir défait l'État islamique sur le terrain. Pour Ankara, ce sont des terroristes, le visage du problème kurde aux portes de la Turquie. Alors, vous nous avez expliqué avec beaucoup de clarté, en fait, aux yeux de la Turquie aujourd'hui, les Kurdes sont plus inquiétants que Daesh et les terroristes. Ce qu'on vient de voir, c'est l'histoire permanente d'une communauté qui est écartelée, quoi qu'il arrive, entre 4 nations et qui n'a jamais eu, je ne sais pas comment dire les choses, mais qui n'a jamais eu sa chance, Pascal Boniface. Non, effectivement, l'erreur historique ou le drame historique remonte à 1923, comme ce reportage l'a très bien montré. Et comme les Kurdes ont été divisés en 4 États, leur indépendance est plus difficile. S'ils n'étaient que regroupés dans un État, il aurait été plus facile de le faire. Et même si effectivement il y a une entité kurde commune, eh bien ils ne sont pas d'accord entre eux. Les Kurdes irakiens qui ont une véritable autonomie et qui ont surtout des ressources pétrolières abondantes, puisqu'une grande partie du pétrole irakien se situe dans le pays kurde, finalement n'ont pas tellement envie de partager, se sont développés de façon différente et n'ont pas tellement envie de partager leurs richesses avec leurs frères. Et la problématique est bien sûr très différente en Syrie, en Turquie et en Iran. Les choses sont également, elles sont moins problématiques. Mais effectivement, la question du Kurdistan turc se pose depuis, et de façon violente depuis longtemps. À la fin des années, vers les années 2009-2010, on a failli aboutir à un accord, il y avait des négociations, et puis elles ont échoué. Pourquoi ?
Je pense qu'il y a une dérive autoritaire d'Erdogan, que la guerre civile en Syrie a un peu déstabilisé aussi la région, et que voilà, on n'a pas été jusqu'au bout, alors qu'on pouvait envisager un accord, une pacification entre Öcalan et Erdogan, qui n'a pas été jusqu'au bout, et on a vu tout le raidissement par la suite. Et donc effectivement, la violence a recommencé, et même le parti d'origine kurde qui veut participer aux élections est constamment réprimé, et on voit que les journalistes emprisonnés sont souvent des Kurdes, donc il y a une répression en Turquie qui est très très forte, parce qu'une fois encore, disons que les Turcs font parfois la comparaison, c'est comme la Vendée pour la Révolution française, c'est-à-dire que c'est un point essentiel en termes territoriaux, et la perte éventuelle de ce territoire viendrait tuer l'État turc tel qu'on le connaît et tel qu'il a été créé en 1923. Parce que l'État turc, qu'on appelle l'État kémaliste, c'est-à-dire de Mustafa Kemal, celui qui a construit la République, la Turquie moderne, s'est construit aussi en opposition au nationalisme avec S, turc, arménien, minoritaire en Turquie même, et avec les Kurdes qui étaient la plus grande minorité, il y a eu des décennies de conflits. Erdogan, quand il est arrivé au pouvoir, c'était une phase d'ouverture envers les Kurdes, participation aux élections. La langue kurde a été tolérée pendant quelque temps, parce qu'elle a été bannie pendant très longtemps en Turquie. Et on pensait peut-être une nouvelle phase de l'histoire allait commencer entre la Turquie centrale et les Kurdes. Oui. Sauf qu'avec la fin de 2009-2010, puis surtout avec la révolution syrienne qui s'est transformée en conflit armé, tout de suite la peur turque de voir une autonomie kurde en Syrie qui de nouveau allait encourager les Kurdes turcs à se révolter, à se soulever, oui, a fait qu'ils ont considéré que c'était la principale source de danger et que tout le reste, c'est marginal par rapport à ce danger kurde-là. Et il faut dire que les laïcs turcs, les nationalistes turcs, la droite étatique turque est encore plus opposée à toute autonomie kurde et à tous les droits de Kurdes que les Erdogan et son parti dans toute son histoire. Et aujourd'hui, c'est un moment d'ailleurs presque d'union nationale. À part les démocrates, vraiment démocrates de gauche, etc., la majorité des Turcs semble être dans cette logique de guerre face aux Kurdes. Alors, ce qu'on découvre aussi dans ce reportage qu'on vient de voir, c'est que voilà, il y a Kurdes et Kurdes, si je puis dire, et que, en tout cas, les Kurdes d'Irak aujourd'hui, avec leurs ressources, n'ont pas du tout envie de partager quoi que ce soit. Hein. Oui, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que Kurde, c'est pas une catégorie politique, oui, c'est un peuple. Un peuple martyr, très probablement, qui a subi répression sur répression, mais au sein du peuple kurde, au sein des Kurdes d'Irak, y compris de Turquie, etc., mais il y a des partis politiques, il y a des organisations qui connaissent des processus de socialisation politique, des processus de mobilisation qui sont différentes les unes des autres. On ne vit pas impunément 100 ans dans un État, même si on est minoritaire, de la même façon que les Kurdes d'à côté. Ça, c'est très important. Oui. Et le projet des Kurdes irakiens, du clan Barzani, parce que les Kurdes irakiens eux-mêmes sont divisés en plusieurs parties, mais le clan Barzani qui dirige la zone autonome du nord de l'Irak a un projet réellement semi-féodal. Lui, son projet, c'est d'avoir une sorte d'émirat kurde au nord de l'Irak, basé sur la possession pétrolière, mais avec un système tribal, clanique, ce qui n'est pas péjoratif du tout dans ma bouche. À contrario, le PKK et ses organisations sœurs, comme le Parti de l'Union démocratique, le PYD en Syrie, ont un projet qui initialement était crypto-marxiste, on va dire, qui aujourd'hui est autogestionnaire, féministe, en tout cas, il le présente comme tel. Donc on voit deux projets de société très différents et ces nuances sont essentielles pour comprendre qu'il n'y a pas unité des revendications kurdes. Que peut-on faire pour les Kurdes? Parce que c'est quand même une question importante et finalement elle nous réunit ce soir. Il est indéniable qu'ils ont combattu en lieu et place, notamment d'un certain nombre de grandes démocraties, Daesh, l'État islamique, avec courage. Oui. D'ailleurs, en ce moment, ils nous font remarquer que si ça continue comme ça, eux aussi, à un moment, ne pourront pas garder les prisons. Mais est-ce qu'il y a un moyen objectif de les aider à vos yeux? Par rapport à votre question, il y a non seulement un impératif moral, mais aussi un impératif de sécurité. C'est que c'est notre intérêt que les prisonniers ne soient pas libérés, ne puissent pas regagner et commettre des attentats. Donc on a non seulement un devoir moral parce qu'ils ont effectivement permis de reprendre Raqqa, de vaincre l'État islamique et que s'ils étaient défaits, les conditions pourraient se recréer. Alors qu'est-ce qu'on ne va pas faire? Évidemment, on ne va pas envoyer des troupes pour combattre l'armée turque. On ne va pas faire cela. Mais par contre, l'unanimité qui existe, s'il y avait des pressions de tous côtés, notamment Europe, États-Unis, l'économie turque
qui n'est pas en très bon état. Il peut y avoir des rétorsions économiques qui peuvent affaiblir. Et comme Erdogan fait ça pour des raisons électorales aussi, eh bien, si cela coûtait beaucoup plus cher que cela ne rapporte, ça pourrait être un problème. D'autre part, il n'est pas sûr qu'il réussisse militairement. L'armée turque n'est pas en si bon état, donc il peut y avoir des difficultés. Mais on voit là que, eh bien, on fantasme la puissance de l'armée turque. Didier Billon pourra en parler mieux que moi, mais c'est vrai qu'après le coup d'État, elle a été en large partie démantelée, beaucoup d'officiers ont été renvoyés, etc. Comme Staline faisait des purges dans les années 30 dans son armée, eh bien l'armée soviétique s'est retrouvée démunie lorsque l'opération Barbarossa a commencé. Didier Billon. Oui, depuis le coup d'État, la tentative de coup d'État de juillet 2016, 45% des généraux de l'état-major ont été mis de côté, en retraite anticipée, ou pour certains carrément emprisonnés. Une armée, quelle qu'elle soit, dont une grande partie de l'état-major a été virée... 45%, c'est énorme. C'est énorme, c'est bien sûr, c'est énorme. N'a pas de capacité opérationnelle tout à fait avérée. Alors, il ne faut pas tomber dans l'excès. L'armée turque est encore une grande armée. Mais le mythe de l'hyperpuissance de l'armée turque, dont on nous dit toujours que c'est la deuxième armée de l'OTAN, oui, c'est la deuxième en nombre de soldats. Mais la capacité opérationnelle de l'armée turque, c'est peut-être 10 à 15% de ses effectifs complets. C'est ceux qui sont sur le terrain. C'est les 40 000 là, qui sont en train de passer la frontière. Ça, oui, évidemment. Donc, il faut savoir mesure garder. Et simplement, une anecdote qui est plus qu'une anecdote, il y avait déjà une opération militaire turque en Syrie début 2018, l'opération Rameau d'Olivier, et là l'objectif c'était la prise de la ville d'Afrine. Monsieur Erdogan nous avait dit en 4 ou 5 jours ça va être réglé. Ils ont mis 2 mois pour atteindre la ville d'Afrine, 15 km de l'autre côté de la frontière. Ça veut dire qu'il y avait des problèmes logistiques, des problèmes de ravitaillement, y compris en munitions de cette armée, ce qui prouve que ce n'est pas une armée d'opérette, mais ce n'est pas une armée toute puissante. Alors venons-en à... Pardonnez-moi, vous voulez... Non, moi je voulais juste nuancer un tout petit peu. Je ne parle pas de l'équilibre de force ou des rapports de force. Mais je pense qu'il y a aussi une responsabilité américaine et européenne. N'en parlons pas de toutes les responsabilités et toutes les erreurs depuis le début de la catastrophe syrienne et d'avoir laissé Bachar al-Assad détruire le pays et permettre d'émerger toutes sortes de diables dans ce pays, y compris Daesh et autres. Mais même par rapport aux Kurdes, c'était une erreur de considérer que seuls les Kurdes devaient être les alliés et combattre Daesh. Parce que la zone sur laquelle ils opèrent, il y a plus de 50% d'Arabes et d'autres minorités dans la zone. Ce n'est pas, contrairement à ce qui est dit, ce n'est pas une zone kurde. Et beaucoup de populations locales arabes qui avaient subi la barbarie de Daesh considèrent aujourd'hui en partie la présence militaire kurde de ces milices-là presque comme une occupation. Donc il y a aussi un potentiel d'affrontement civil, je veux pas dire de guerre civile, mais d'affrontement entre Arabes et Kurdes par rapport à cette mainmise kurde. Et tous les conseils pour avoir une opération soutenue par à la fois l'opposition syrienne arabe et les milices kurdes ensemble contre Daesh n'a pas été bien écouté en Occident. Donc aujourd'hui, les Kurdes, ils sont presque sacrifiés, mais moi je suis d'accord que l'opération militaire n'est pas non plus si facile que ça. Et il peut y avoir avec le temps des pressions sur Erdogan qui vont peut-être calmer ses ambitions, mais elle divise la population de la région même où elle se déroule, où la majorité de la population n'est pas nécessairement prête à se battre avec les Kurdes contre les Turcs. Ce n'est pas sûr du tout. Alors venons-en à la nouvelle menace. Dans les prisons kurdes, plus de 10 000 djihadistes, dont près de 400 Français, même si tout le monde se bat toujours sur ces chiffres. Les Kurdes sont clairs. En cas de conflit, les prisonniers ne sont plus pour eux une priorité. Laure Herpeux. Il y a 2 mois à peine, la milice kurde affichait encore fièrement ses prises de guerre contre Daesh. Les forces kurdes, en première ligne depuis le début du conflit avec l'État islamique. En Irak, comme en Syrie, ils libèrent les villes de l'emprise des djihadistes. Symbole des victoires kurdes, Kobané. En janvier 2015, leur drapeau remplace ceux de Daesh. À Baghouz aussi, les gâteaux portent les couleurs des libérateurs. À chaque prise, les Kurdes arrêtent les derniers combattants djihadistes. 12 000 seraient gardés dans leur prison.
dont 2000 étrangers, beaucoup d'Européens et près de 400 Français. Hier, le chef militaire kurde a lancé une mise en garde au reste du monde. La surveillance des prisonniers de Daesh devient une seconde priorité maintenant que les États-Unis ont laissé la place pour l'assaut turc. C'est un gros problème. Personne ne nous a aidés sur cette question. La crainte d'une vague d'évasion plane sur l'Europe. La peur de nouvelles attaques. Ça m'inquiète comme ça doit inquiéter, je dirais, le monde entier. On ne sait pas où ils iront. Et je pense qu'évidemment, le danger est là, c'est-à-dire d'une dissémination non contrôlée de ces personnes. Et c'est évidemment là que réside le danger. Et c'est la raison pour laquelle je trouve que les Kurdes, qui ont toujours été à nos côtés pour lutter contre Daesh, c'est vraiment extrêmement difficile qu'ils soient aujourd'hui placés dans cette situation-là. Une angoisse que ne partagent pas les États-Unis. Aucun problème pour Donald Trump. Eh bien, ils vont s'évader en Europe. Ils vont rentrer chez eux, en France, en Allemagne. Ils viennent de plusieurs endroits en Europe. Ils ne viennent pas de chez nous. Et on a dit à la France et à l'Allemagne, nous aimerions que vous les preniez. Alors ils nous ont répondu, non, non, on ne les veut pas, vous prenez-les. Eh bien, on ne les veut pas non plus. Ce sont de mauvaises personnes, mais il faut bien que quelqu'un les surveille. Comme un nouvel avertissement au monde entier, les Kurdes ont annoncé ce matin qu'une de leurs prisons avait été bombardée près de la frontière turque. Il y a un chantage kurde, selon vous, sur les prisonniers djihadistes. Erdogan, oui, c'est une des seules armes qui leur reste. Erdogan fait du chantage sur les 3 600 000 réfugiés, et eux, ils font du chantage sur les 12 000 prisonniers, qui objectivement, d'ailleurs, c'est vrai que c'est plus leur priorité, s'ils doivent combattre, de les surveiller, et en même temps, c'est une façon de dire aux Européens, aidez-nous, faites quelque chose, sinon un malheur va vous arriver. Donc on voit que des deux côtés, on s'adresse au public extérieur pour dire voilà quelle est l'autre arme, les réfugiés pour Erdogan et les prisonniers pour les milices kurdes. Oui, mais c'est une situation qui n'est pas nouvelle. Là, on a l'air de découvrir, mais en fait, depuis non pas l'éradication, parce qu'il n'y a pas éradication de l'État islamique, mais depuis la chute de Raqqa, la chute de Bahrouz, eh bien, il y a cette problématique des prisonniers. Or, la France, comme les autres pays européens et démocratiques, ont une position d'attentisme en refusant de négocier d'un point de vue juridique la situation pour une raison simple, nous était-il expliqué, parce que les zones contrôlées par les milices kurdes du nord de la Syrie ne sont pas un État. Oui, c'est un fait. Et donc, comme ce n'est pas un État, on ne peut pas passer d'accord juridique avec eux. C'est un aveuglement total, où on a un raisonnement formel juridiquement, où on a un raisonnement politique. Et toute personne un peu sensée qui avait un raisonnement politique comprenait qu'il était nécessaire de prendre ce défi en main et en coopération avec les Kurdes. Qu'ils soient ou pas un État, c'est un autre problème. Par contre, les djihadistes qui ont été emprisonnés en Irak, eux, sont traités juridiquement. Alors on peut avoir toutes les critiques que l'on veut sur la justice irakienne, mais là, on est dans un autre cadre. Donc le problème qui se pose et qui va se poser dans les heures ou les jours à venir, il est infiniment grave parce que et les dirigeants kurdes et M. Trump, pour des raisons bien différentes, sont dans une logique de réel politique. Si les Kurdes sont obligés de reculer devant l'avancée de l'armée turque, ils vont lâcher, ils auront autre chose à faire qu'à surveiller les djihadistes. Ça, c'est la pure réalité. Il faut bien comprendre que nous sommes dans une zone de guerre, que la guerre, c'est pas en dentelle. Nous, on en discute confortablement ici, mais sur la guerre, il faut défendre sa peau. Et donc, quand on défend sa peau, on laisse les prisonniers prendre la poudre d'escampette. Alors, ne mythifions pas, ne nous faisons pas peur. Ce ne sont sûrement pas les 10 à 12 000 qui vont s'échapper. Mais ne serait-ce que 1000 ou 1500, c'est déjà fort inquiétant. D'autant que, et dernière chose, eh bien, Daesh n'est pas éradiqué, donc il y a des cellules dormantes, donc il y a des structures d'accueil pour ces gens s'ils parviennent à s'échapper. Et que vont-ils faire ? Ils ne vont pas faire des ateliers macramés, donc ils vont planifier d'autres attentats, relancer la lutte, etc. Donc c'est dommage parce qu'un petit peu d'ateliers macramés, ça leur ferait du bien. Mais... Éventuellement, ça pourrait les détendre, mais je ne crois pas que ce soit dans leur projet. Donc on est dans une situation, c'est la palissade préoccupante, mais ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on se soit aveuglé nous-mêmes, enfin nos autorités. Et Madame Belloubet peut nous faire de belles déclarations sur les Kurdes, il aurait été plus sensé de réfléchir plus avant.
Ziad Majed. Oui, je pense que malheureusement, c'est un constat. L'Europe aujourd'hui n'arrive pas à élaborer des politiques. Il y a toujours des hésitations, des crispations, des peurs. Personnellement, je ne comprends pas, même s'il y a, comme vous avez expliqué, cette question de restriction par rapport à un non-État avec qui on doit négocier. Mais le rapatriement et l'emprisonnement, la justice française aurait pu s'occuper des Français qui sont là-bas, comme de toutes leurs familles qui sont aujourd'hui dans un camp un peu loin quand même des opérations militaires, Al-Hol, qui est au sud. L'Allemagne, la même chose. Donc on est resté prisonnier d'une logique qui aujourd'hui peut devenir très dangereuse sans apporter des solutions et des réponses. Alors c'est pas très souvent qu'on peut être d'accord avec le président Trump. Enfin, quand il nous dit en gros occupez-vous de vos terroristes, c'est pas à nous de les ramasser. Je suis désolé, mais ça s'entend. Oui, effectivement. Autant quand il dit que les Kurdes n'étaient pas là en Normandie, c'est tellement ridicule ni avec Lafayette d'ailleurs, on peut aussi le reprocher. Mais là, effectivement, c'est un problème européen, c'est à nous de le traiter. Et disons, on s'est quand même débarrassé de la patate chaude sur les forces kurdes, en disant, bon, comme ça, on n'a pas à les emprisonner, on n'a pas à les juger, et c'est très bien comme ça. Sauf que là, ça nous éclate au visage de façon complètement inattendue, pas tout à fait d'ailleurs, mais en tous les cas, de façon soudaine. Non, mais même leurs familles, je veux dire, il y a des dizaines de milliers de femmes et d'enfants qui sont là-bas, je parle pas, évidemment pas de Français, mais de toutes les nationalités, y compris d'Irakiens, qui sont dans des conditions terribles et qui peuvent être poussés à un mot aujourd'hui qu'on aime utiliser en France, la radicalisation. Ben, ça, c'est une recette de radicalisation, de mettre des dizaines de milliers dans des camps, dans des conditions... 80 000 dans des conditions inhumaines. Alors, à ce stade de l'émission, du coup, j'ai deux questions à vous poser. En vous écoutant depuis le début de l'émission, je me demande maintenant, on était parti sur l'idée que la honte portait essentiellement sur Donald Trump parce qu'il initie avec son mouvement ce qui se passe en ce moment, mais en même temps, on se dit que les Européens n'ont pas été quand même glorieux non plus. Non, effectivement, je veux bien que vous nous disiez ce que vous en pensez. Donald Trump a quand même un chapeau assez large parce qu'effectivement, mais lui, il est logique avec sa propre position. Il a sa cohérence. Il a toujours dit qu'il voulait retirer les troupes américaines d'un peu partout. Ça va peut-être lui poser des problèmes politiques parce que, il faut le dire, les évangélistes qui sont quand même sa base électorale, ont condamné cette mesure. Et donc, pour des raisons électorales, peut-être qu'il devra faire marche arrière, mais on ne peut pas... On se rassure pas un peu en se disant que les évangélistes sont absolument la base électorale de Donald Trump? Non, c'est vraiment le noyau dur. C'est le noyau dur. Alors, ça suffit pas à gagner une élection, mais c'est vraiment le noyau dur, et encore plus pour lui que pour les précédents présidents républicains, y compris George Bush. Mais effectivement, il serait trop facile de dire que nous avons eu tout bon et que nous n'avons aucune responsabilité dans cette affaire. Et depuis déjà assez longtemps, effectivement, Trump ne peut pas porter toutes les responsabilités de ce qui se passe en Syrie et dans la région. Ziad Majed? Oui, tout à fait, je suis d'accord. C'est-à-dire, il a sa façon de parler, il a même évoqué le fait que les Européens doivent nourrir ces prisonniers-là, c'est pas à nous de le faire. Il parle à son électorat et il menace, dans un sens aussi, de les lâcher. Mais il y a un grand problème politique européen, que ce soit par rapport aux États-Unis et de leur rôle en Syrie, par rapport aux autres acteurs, la Russie qui bombarde et qui également intervient en Syrie depuis 2015, et la Turquie aujourd'hui. Sachant que la zone reste une zone de beaucoup de tensions. Iran, Israël, on n'en parle pas souvent, mais c'est le cas. Idlib reste un camp de concentration bombardé par le régime et les Russes. Et maintenant, il y a cette nouvelle guerre qui peut mener à d'autres conflits également, même si elle s'arrête au niveau territorial et elle ne se prolonge pas très longtemps. Il peut changer d'avis? On parle du président américain, oui. Oui, bien sûr, il a fait souvent. Pardonnez-moi, parce que c'est de temps. Alors, c'est un pragmatique. Il n'a pas de. C'est un pragmatique. Donc, s'il voit que ceci lui pose plus de problèmes, pourquoi le fait-il dans un but électoral? S'il pense que électoralement il a plus à perdre qu'à gagner avec le retrait des troupes, il va dire voilà, j'ai cédé, enfin pas j'ai cédé, il dit jamais ça, mais en tout cas, j'ai réfléchi et je vais changer les choses, j'ai décidé, etc. Donc, il n'est pas accroché à son idée. Mais là, c'est un rapport de force interne et notamment il y a des républicains qui sont ses supports, qui sont vent debout contre sa décision. Ben oui. Donc il est quand même en difficulté déjà sur l'Ukraine Gate. Il ouvre un nouveau front pour que l'on oublie un peu ce qui s'est passé en Ukraine, mais ça risque de lui revenir comme un boomerang. Non, même le Pentagone n'est pas d'accord du tout avec la décision. Il y a de plus en plus de voix. Il a déjà changé de position entre son tweet, son fameux tweet de la nuit de dimanche à lundi où il disait je ramène les boys à la maison, et le tweet du soir.
c'était plus on ramène tout le monde, on ramène quelques-uns ou on les redéploie ailleurs. Donc il est totalement pragmatique. Il a quand même un fil à plomb. Et là, il y a une logique chez lui, c'est il faut arrêter de participer aux guerres partout à travers le monde. On n'a rien à y faire, ça nous coûte très cher, et les Américains en ont assez d'être le shérif faisant régner la loi partout. En cela, je l'imagine, il est majoritairement suivi par la population. Mais parce qu'il est en campagne électorale. Il sait très bien que ça correspond aux aspirations. Il n'est pas suivi par nos collègues américains, parce que nos collègues américains sont tout à fait interventionnistes, mais la population, elle, veut se désengager du reste du monde. Mais même, ça a commencé avec Obama. Toute l'idée de Obama aussi était de donner lieu plus à la diplomatie, moins à l'intervention militaire. Il a été obligé en Syrie d'intervenir contre Daesh. Il n'a pas voulu intervenir après que sa ligne rouge par rapport à l'usage de l'arme chimique a été franchie. Donc ça a déjà commencé avec Obama. Ça se confirme aujourd'hui avec Trump. Et de toute façon, je pense que la question du retrait des troupes américaines est beaucoup plus dans ce qu'elle révèle politiquement que dans l'effectif sur le sol qui est, comme vous avez dit, c'était plus la couverture aérienne avec des troupes spéciales sur le sol qui font le relais et qui donnent aux avions des repères. Donc ce n'est pas une question de dizaines de milliers de soldats, on parle de quelques milliers de soldats. Oui, mais ils avaient un rôle important. Oui, c'est le rôle politique et symbolique que leur présence représente, une protection aux milices kurdes et en même temps un message aux Turcs, aux Russes et aux Iraniens qui ne sont pas seuls dans la gestion de la question syrienne. Aujourd'hui, cela peut être mis en doute, en question, mais en même temps, Trump peut à tout moment modifier ses discours et ses tweets d'ailleurs. À tout moment, il peut changer d'avis, les tweets en témoignent. Merci infiniment les uns les autres de nous avoir aidés à y voir un peu plus clair ce soir sur la situation dans cette région. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, bien entendu. Et vous avez tout de suite rendez-vous avec Mouloud Achour qui accueille ce soir Chantal Goya et Monsieur Poulpe. Vous allez passer un bon moment.